Bonjour, je me présente, je suis Paul Dumouchel, je suis le président du comité scientifique de l'Association des recherches mimétiques. Et bon, j'ai le plaisir de vous présenter ce colloque sur Gérard Sartre, une relation méconnue, qui est organisée par l'Association de recherche mimétique en collaboration avec la Bibliothèque nationale de France dans le cadre d'un partenariat qui nous lie et qui est lié en fait aux archives René Girard qui sont déposées maintenant à la bibliothèque et qui vont être progressivement tout organisées. Voilà. Alors, il va y avoir un tout petit changement au programme. Si vous avez le programme, donc en principe, au début, il y a Benoît Chante, suivi de Stéphane Vinelot, suivi du débat, suivi de la pause, suivi de Frédéric Worms, suivi de Adrien Navigante. Mais il n'y aura pas ce premier débat, c'est-à-dire qu'on va faire les deux débats à la fin, mais il y aura toujours la pause quand même. Donc ça sera Benoît Chante, Stéphane Vinelot, pause, Frédéric Worms, Adrien Navigante, débat, qui sera le débat pour toute la matinée donc. Alors, notre premier conférencier est Benoît Chantre, qui est le directeur, président fondateur à vie de l'Association des recherches mimétiques. Et bon, il n'y a pas d'élection libre, hein, je ferai remarquer, bon, passons. Et qui a aussi commis récemment un livre très intéressant sur Peggy, et qui va nous présenter donc le secret douloureux des dieux et des rois, ce qui apparemment serait sur le rapport entre René Girard et Jean-Paul Sartre. Alors, tu as une demi-heure, 30 minutes. Montre en main. Merci, cher Paul. René Girard assista-t-il à une représentation des mouches de Jean-Paul Sartre en 1943 ? De mémoire, il ne l'a pas dit. Sachant qu'il ne renia jamais son admiration pour l'auteur de La Nausée, et qu'il était alors étudiant à l'école des Chartes, nous pouvons l'imaginer dans le théâtre de la Cité, au parterre occupé par des officiers allemands, entendant un Jupiter, habillé, paraît-il, en prélat catholique, déclarer au tyran égiste « Le même secret pèse lourdement dans nos cœurs, le secret douloureux des dieux et des rois. C'est que les hommes sont libres. Ils sont libres, Égiste. Tu le sais, et ils ne le savent pas. » L'être et le néant est sorti la même année, mettant en scène une liberté révoltée apparaissant dans la forme subjective, la situation qu'elle se donne du monde. C'est donc aussi Sartre qui s'adresse à Oreste par la bouche de Jupiter, une fois accompli l'acte qui attendait depuis toujours le fils matricide. Ta liberté n'est qu'une gale qui te démange, elle n'est qu'un exil. Tu dis vrai, un exil. Oreste quitte alors Argos, poursuivi par les Érinies. 4 ans plus tard, René Girard, lui aussi, choisira l'exil. Et c'est en jeune sartrien, dit-il, qu'il débarque à New York en septembre 1947. Il vient d'organiser une exposition d'art à Avignon et de lancer à son insu le festival. En juin, avait lieu à Paris, à l'instigation d'André Breton, revenant, lui, de New York, l'exposition surréaliste, elle-même annoncée par un manifeste intitulé « Rupture inaugurale ». La réponse de Sartre est immédiate et assassine. Dans une note célèbre du chapitre « Situation de l'écrivain » en 1947, dans « Qu'est-ce que la littérature ?», il s'en prend à la conception, je cite, « éthique et réformiste » de Claude Mauriac, qui déclarait que le surréalisme doit s'employer, je cite encore, « à la réduction de la civilisation chrétienne » et à la préparation des conditions d'avènement de la Weltanschauung ultérieure, Fichtre. Ainsi, le propos du surréalisme, conclut Sartre, ne peut être que négatif. Détruire dans les esprits des bourgeois qui forment son public les derniers mythes chrétiens qui s'y trouvent encore. En d'autres termes, la rupture inaugurale n'en est pas une, qui consacre une littérature dégagée de l'histoire et assumant son irresponsabilité poétique. René Girard se dit alors athée, mais cet antichristianisme bourgeois, où il voit les débuts d'une nouvelle religion de l'art, le révolte plus encore. À tout prendre, il préférerait presque Jupiter. La question est donc celle de la rupture et de la révolution, du geste libre et de l'acte fondateur.
C'est parce qu'il avait pris très au sérieux cette dimension révolutionnaire de l'œuvre de Sartre que Girard ne fut pas tendre, bien plus tard, à l'égard de celui qu'il traita, le jugeant inférieur à Virginia Woolf, de petit bourgeois bien tranquille, amateur de tourisme, trop équilibré pour accéder vraiment au génie. Mais une telle charge ne doit pas prêter au malentendu. En aucun cas, Girard ne peut être considéré comme un détracteur de Sartre. Aucun auteur contemporain peut-être ne l'intéresse à l'époque davantage. Dans des notes pour une autobiographie à laquelle il pensa dans les années 90, il écrit ainsi à propos de sa propre recherche. La lecture des autres romanciers, l'élaboration de la thèse mimétique et ce qui l'empêchait, le sartrisme et l'hegelianisme ambiant, le marxisme et la psychanalyse, l'expérience du mimétique et son rapport à l'œuvre romanesque. La jubilation l'emporte sur le désespoir existentiel. La jubilation, ici évoquée, vient de la rupture que René Girard lui-même a vécue en 1959, redécouvrant, dans une conversion intellectuelle et spirituelle qui le libère du désespoir existentiel, la nature très subversive de la révélation judéo-chrétienne. Ce n'est donc pas à Sartre, mais au sartrisme qu'il s'en prend. Et il ne faut pas voir dans ces notes une agressivité quelconque à l'égard de l'auteur de L'être et le néant, mais la fidélité énergique, au contraire, sans complaisance aucune, d'un lecteur très attentif, se libérant grâce à cette lecture et à son propre travail théorique d'un maître trop imposant. C'est parce que Sartre a cédé sur sa propre rupture et qu'il a joué en 1968 ce que Girard estime être la comédie de la Révolution qu'il est si dur avec lui. Mais au moment de la critique de la raison dialectique, qu'il achète et lit dès sa parution en 1960, Sartre est bien encore pour Girard un révolutionnaire. C'est pourquoi il prend cet auteur très au sérieux et le défend de façon convaincante à l'heure où s'éteint l'étoile existentialiste. Raison pour laquelle je m'attarderai aujourd'hui sur l'année 1966, dernière année où René Girard peut encore être dit sartrien. Cette fidélité est intéressante à bien des titres. Depuis longtemps, Girard cherche à comprendre les raisons du rejet dont Sartre est l'objet. Il écrit ainsi dans un article de 1959 consacré au livre de son ami Robert Champigny, « Stages on Sartre's Way ». L'atmosphère d'adulation et d'hostilité maniaque qui enveloppait hier encore l'œuvre de Sartre était peu propice à un examen raisonnable. L'œuvre sartrienne est un piège que l'écrivain tend à la mauvaise foi du lecteur. Mais cette mauvaise foi se dérobe et sort indemne de l'épreuve. Le lecteur renvoie à l'auteur le miroir que celui-ci lui présente. Ce n'est pas mon image, mais celle de l'auteur que je découvre dans l'œuvre. Ce malentendu n'est pas neuf, c'est le vieux malentendu romantique, celui des Fleurs du Mal, celui de Madame Bovary, celui de tous les grands scandales littéraires qui se succèdent monotonement depuis un siècle et demi. L'incompréhension du public rejette Jean-Paul Sartre dans une solitude clairvoyante qui ne diffère pas beaucoup des autres solitudes romantiques. Le martyr de l'engagement finit lui aussi dans son nid d'aigle, et cet asile est d'autant plus inexpugnable que l'écrivain a rejeté les mythes de l'individualisme romantique et qu'il a tout fait, en apparence, pour se mêler à la foule. Les lecteurs de Sartre sont un peu comme les bourgeois de Flaubert. L'auteur n'a de cesse de dénoncer leur mauvaise foi ou leur servitude volontaire. C'est cette violence démystificatrice, celle, pour reprendre une expression d'un article de René Girard, la violence de l'anti-héros contre les salauds, ou du néant d'être contre l'être du néant, qui se retourne contre son auteur, mystificateur à son tour, qui prétendait s'adresser aux masses et ne touche plus qu'un public malarméen. On le voit. La même critique que Sartre adressait aux surréalistes en 1947 se retourne contre lui 10 ans plus tard. L'engagement absolu dans l'histoire ne pouvait entraîner comme un effet de balancier qu'un dégagement tout aussi absolu de cette histoire. Mais Girard, c'est le moins qu'on puisse espérer de lui, ne hurle pas avec les loups. Il scrute les raisons de cette solitude et refuse de sacraliser l'auteur des Mouches en l'adulant ou en le détestant. Il salue l'audace de celui qui voulut se mêler à la foule, mais il médite aussi sur ce manque de prudence qui empêche une juste analyse de l'œuvre. La pose romantique nous a masqué la puissance romanesque
de la pensée. Et la mystification dont Sartre est l'objet, forçant à penser son œuvre comme une totalité close, contribue à l'éclipser. Cette œuvre va ainsi incarner la philosophie de la conscience que les penseurs de la structure sont en train de ranger au rang des bibelots conceptuels. Auréolé par le succès de son premier livre, en 1961, René Girard se rend à Cerisy en septembre 1966, à l'invitation de Georges Poulet, pour la décade mythique consacrée aux tendances actuelles de la critique. C'est cette idée de l'œuvre considérée comme une totalité close qu'il va critiquer, en pensant au contraire sa rupture fondatrice. Georges Poulet avait lu mais détesté le manuscrit de Mensonges romantiques et Vérités romanesques, écrivant néanmoins à son auteur, In cauda venenum, qu'il y avait là un des livres les plus brillants que le sartrisme ait produit. Il ne pouvait donc pas s'étonner que Girard intitulât son intervention à propos de Jean-Paul Sartre, rupture et création littéraire. Mais c'est presque un fantôme que Girard évoque alors devant ses auditeurs. Sa fidélité est néanmoins récompensée, car la vogue structuraliste qui avait repoussé dans l'ombre le philosophe de la conscience commençait à son tour à passer, ce qu'attestera un mois plus tard, à Baltimore, à l'instigation directe de René Girard cette fois, le colloque The Languages of Criticism and the Sciences of Man, où Derrida lança la déconstruction. L'intervention de Girard sur Sartre apparaît donc comme un salut très magnanime aux penseurs qui marqua ses années de formation, mais aussi comme la reconstitution d'un dialogue que Girard ne put lui-même avoir avec Sartre, qui venait, 2 ans plus tôt, de décliner une invitation de sa part à Hopkins. Ce texte très dense, prononcé à Cerisy en 1966, s'avère ainsi central. Il aborde l'une des grandes ruptures littéraires de l'œuvre sartrienne, recoupant elle-même une autre rupture, philosophique cette fois, et sur laquelle nous allons beaucoup revenir aujourd'hui, entre l'être et le néant et la critique de la raison dialectique. Rupture que Girard discerne, lui, entre Les Mouches, pièce de 1943, et Les Séquestrés d'Altona, pièce de 1959. Je citerai tout de suite la conclusion de la communication de René Girard. Les débats actuels sur le structuralisme sont moins propices que jamais à la réflexion sur les ruptures dans l'œuvre de Sartre. On s'entend de part et d'autre pour ne plus voir en Sartre que l'unité et la continuité, au bénéfice d'une opposition simpliste entre la conscience et la structure. Sartre vient obligeamment se placer au lieu même où ses adversaires devraient ne pas le trouver, même s'ils ont raison de l'y attendre. Peut-être en est-il de la vie intellectuelle désormais comme de la diplomatie, où l'on ne s'entend plus que pour ne jamais s'entendre. On peut regretter, même s'il est naïf de s'en étonner, que le véritable enjeu du débat fasse les frais de ce malentendu. René Girard entend donc bien remettre Sartre au cœur des débats du moment. Ses adversaires, en effet, qui, comme le résume alors le très sartrien Serge Dubrovsky au même colloque, préfèrent vivre pour écrire plutôt qu'écrire pour vivre, et attendent avec raison Sartre sur le terrain de la structure. Mais, ajoute Girard, ils seront incapables de l'y trouver, car c'est dans le texte même de ces pièces que cette structure affleure, et non pas dans la lettre des théories, objet de vains débats. Or, il y a une vérité tragique de l'œuvre dramatique de Sartre. La rivalité purement intellectuelle entre les tenants de la conscience et ceux de la structure leur fait ainsi manquer le texte sartrien et l'aventure qui s'y déploie. Girard va pour cela tenter une critique structurelle, beaucoup plus que structurale, de ces 2 pièces. Une critique immanente au texte de Sartre, sensible à ses affleurements, mais surtout à la rupture repérable entre Les Mouches et Les Séquestrés d'Altona. Il ne suffit pas de dire, en effet, que Sartre est le penseur de la conscience s'arrachant de l'inconscient ou de la liberté contre la structure. C'est donc à la critique de Sartre, au sens des génitifs subjectifs et objectifs, que va s'employer Girard. D'abord à l'étude de la critique qu'une pièce de Sartre exerce sur une autre pièce qui l'a précédée. Ensuite, à la critique que l'on peut faire de l'auteur des 2 pièces en achevant son mouvement de démystification. Ce à quoi s'employait 5 ans plus tôt le dernier chapitre de Mensonges romantiques et Vérités romanesques, explicitement chrétien. Je reviendrai sur ce point pour conclure. Revenons donc pour l'instant aux enjeux de cette
Étude sur la dramatique sartrienne. Elle consiste à ne pas minimiser, dans le travail du critique littéraire, l'apport du marxisme et de la psychanalyse. Mais Girard affirme du même geste que ces deux disciplines, aussi fondées soient-elles pour rendre compte d'une rupture ou d'un bouleversement, ne doivent pas devenir des clés trop systématiques pour comprendre le sens d'un texte, surtout quand la rupture dont ce texte témoigne peut offrir les critères d'un chef-d'œuvre. Ceux qui reprochent à Girard de toujours forcer les textes gagneraient donc à se reporter au credo méthodologique qu'il livre ici en 1966. Je cite Girard. « Bien des critiques, c'est un fait, n'oseraient pas mettre en question les thèmes explicites et les intentions d'un écrivain s'ils n'étaient pas soutenus par une pensée systématique et déjà faite, s'ils ne pouvaient se réclamer d'une discipline plus ou moins scientifique, comme le marxisme et la psychanalyse. Cet état de choses nous dissimule le caractère fondamental de la démarche créatrice, fondée sur la rupture, démarche que l'écrivain accomplit sans aide et qu'il est seul à accomplir de façon rigoureuse du point de vue de sa propre pensée. Contre les lectures systématiques s'autorisant du marxisme et de la psychanalyse, appelons-les les critiques externes, Girard prône une critique interne capable de décrire la rupture que porte en elle toute démarche créatrice. Les vrais systèmes sont donc internes au mouvement des œuvres. À l'heure où le démon de la théorie s'empare des critiques en France, c'est au texte que Girard entend, sur l'exemple privilégié de Sartre, donner la priorité. C'est l'œuvre qui témoigne du vécu interne de son auteur, seul à même d'accomplir de façon rigoureuse la rupture créatrice. Mais rien ne dit non plus que les systèmes en place sont pour autant incompatibles avec cette critique. Sartre intéresse donc aussi Girard parce qu'il s'autorise du marxisme et de la psychanalyse. Il lui sait gré, d'abord et avant tout, d'être un grand écrivain, car cela seul prouve, comme disait Péguy, ensuite d'apporter une nouvelle psychologie et une nouvelle sociologie fidèle au projet marxiste et freudien, je cite Girard, de totaliser toutes les créations culturelles contre les représentations des créateurs. L'auteur des Séquestrés d'Altona est donc un écrivain qui pense ou un penseur qui sait écrire. Il est révolutionnaire en tant qu'il est capable de faire apparaître la structure ou l'inconscient qui produisait auparavant ces thèmes. Le Sartre qui intéresse Girard est celui qui est révolutionnaire à son insu. C'est la raison pour laquelle Girard fait du marxisme de Sartre un fil d'Ariane. Il emprunte pour cela, en la détournant de manière significative, la distinction canonique entre infrastructure et superstructure. Il suffit en effet de se rapporter à la préface que Marx donne à sa constitution critique de l'économie politique en 1859, texte que Sartre travaille à cette époque, pour comprendre une partie de ce qu'il entend dans son approche comparée des pièces de Sartre par bouleversement, rupture ou révolution. Je citerai quelques passages, rassurez-vous, d'un long moment de Marx. Ce n'est pas la conscience des hommes qui détermine leur existence, c'est au contraire leur existence sociale qui détermine leur conscience. À un certain degré de leur développement, les forces productives matérielles de la société entrent en collision avec les rapports de propriété au sein desquels elles s'étaient mues jusqu'alors et qui n'en sont que l'expression juridique. Un peu plus loin, mais il y a aussi les formes juridiques, politiques, religieuses, artistiques, philosophiques, bref, les formes idéologiques dans lesquelles les hommes prennent conscience de ce conflit et le poussent jusqu'au bout. La révolution dont témoigne le passage d'une pièce de Sartre à l'autre n'est pas une évolution en termes d'épanouissement floral, dit René Girard, comme aurait tendance à l'interpréter la critique thématique traditionnelle, mais bien une rupture profonde. Girard préfère même parler, comme Althusser, de rupture épistémologique, plutôt que de renouvellement. Car c'est l'identité, et non la différence, que fait apparaître la deuxième pièce qui, je cite, « enracine le différent dans l'identique et soustrait aux oppositions idéologiques l'ossature qui les maintient ». Ce que Girard admire en Sartre, c'est sa capacité à faire apparaître, au cœur de sa deuxième pièce, l'inconscient de la première, ou la structure qui produisait ces thèmes. Les thèmes ont bien le statut de superstructure produite par une infrastructure.
Et la rupture consiste à faire apparaître cette dernière, démonétisant ainsi, je cite Girard, le système visible derrière la structure dramatique des mouches qui utilise l'auteur plus encore que celui-ci ne l'utilise. Nous sommes donc très proches de ce que Girard appelait 5 ans plus tôt une conversion romanesque. La thématisation des doubles dans les séquestrés d'Altona, Lenny qui est la même que son frère Franz, contrairement à Électre encore différente d'Oreste dans sa soumission finale à Égiste, Johanna qui est la même que Lenny, sa belle-sœur avec laquelle elle rivalise auprès de Franz, Franz qui est le même que son père, les doubles donc apparaissent comme des thèmes et ainsi révèlent l'identité à laquelle résistent encore les figures des mouches. Oreste qui s'arrache à sa sœur Électre, qui croit être différent du tyran Égiste, qui croit donc à la légitimité de sa révolte individuelle. Ainsi, l'apparition du double ou de l'identité des fausses différences accélère-t-elle la crise imminente discernée par Sartre. La vanité de toute révolte se solde par le mouvement catastrophique qui entraîne Franz et son père vers le suicide. Où l'on retrouve, mais déplacée sur la scène d'une critique structurelle, la phrase de Marx sur les superstructures dans lesquelles les hommes prennent conscience de ce conflit et le poussent jusqu'au bout. Girard ajoute alors une remarque essentielle. La rupture avec tout un passé littéraire ne vise pourtant pas chez Sartre à réduire ce passé à un cas sociologique ou psychanalytique. Sartre proteste au contraire et recule devant une telle réduction. Ce n'est pas l'influence de la psychanalyse et du marxisme qui le conduit à remettre en cause ses schémas antérieurs. Ce sont ces remises en cause, ce sont en d'autres termes les exigences fondamentales de sa vie intellectuelle qui orientent l'écrivain vers la psychanalyse et le marxisme. Seules pensées systématiques qui perçoivent et qui s'efforcent d'interpréter, sinon les remaniements structurels eux-mêmes, du moins leurs conséquences objectives. Ainsi, la révolte d'Oreste face à son beau-père, Égiste, n'a plus rien à voir avec celle de Franz face à son père. Franz, écrit Girard, est un Oreste revenu de ses illusions. Les deux pièces témoignent donc, sur le plan littéraire, d'une rupture parallèle à celle repérable entre l'être et le néant et la critique de la raison dialectique. Il s'agit du passage de l'affirmation de la liberté individuelle aux apories de l'engagement pris dans les contradictions des organisations humaines, de la révolte à la révolution, ou des gants rouges aux mains sales. Mais le propre des parallèles étant de ne pas se rejoindre, on ne peut réduire la démarche philosophique de Sartre à sa démarche littéraire. Encore moins peut-on réduire sa pensée à l'idéologie révolutionnaire dont elle s'habille. Un événement a eu lieu dans la vie et l'œuvre de l'écrivain qui peut être traduit en idéologie, mais qui a d'abord été pensé, c'est-à-dire vécu, en littérature et en philosophie. Girard à nouveau. Le langage idéologique de Sartre, surtout le plus récent, est plus apte que bien d'autres à traduire le mouvement de l'histoire sartrienne. Traduit en ce langage, le renoncement aux différences illusoires entre le fils et le père devient un progrès vers le marxisme authentique, vers la véritable pensée révolutionnaire, longtemps confondue avec ses caricatures idéalistes, adolescentes et bourgeoises. Où l'on retrouve la critique girardo-sartrienne de la fausse rupture inaugurale ou du mauvais départ mis en place à la Libération par le dernier Breton. Sartre, par contre, est un penseur conséquent de la rupture, parce qu'il l'habille seulement d'idéologie, mais à la façon d'un vêtement fait sur mesure. L'idéologie est superficielle, mais elle n'est pas apprêtée, elle n'est pas un effet de mode, contrairement à ce qu'affirment ceux qui réduisent le penseur à son aura germanopratine. L'idéologie traduit ici de façon conséquente la rupture existentielle que fait apparaître l'analyse comparée des deux pièces. L'impossible révolte de Franz, l'impossible différence entre le fils et le père, le manager tyrannique et l'officier nazi, les indifférencient tous les deux comme figures grimaçantes de la maîtrise ou de l'entreprise. Cette répétition d'une pièce par l'autre dénonce d'autant plus cette prétendue maîtrise que la révolte vient s'engloutir dans le suicide commun du fils et du père, partant ensemble jeter leur voiture dans la rivière. Par un mouvement inéluctable,
un rapprochement haineux des figures semblables, le capitalisme, absorbant le nazisme, meurt ici de ses contradictions. On discerne dans ce type d'analyse la fascination que le marxisme exerce encore sur Girard. Mais là non plus, il n'y a pas un simple effet de mode. La téléologie du manifeste de 1844 s'accorde très bien avec le tournant apocalyptique que prend très tôt la pensée girardienne, à cette montée aux extrêmes qui semble être pour elle une loi inéluctable. Non seulement le marxisme traduit donc bien le mouvement de la pensée de Girard, mais il semble aussi l'influencer. Il est, comme Sartre, à la fois effet et cause. Que Sartre, en revanche, cautionne 2 ans plus tard l'idéologie maoïste après mai 68, et Girard ne pourra que lui reprocher ce qu'il estime être un décalage par rapport à la réalité de l'événement. De Gaulle s'imposera alors à lui comme l'homme de la rupture, la figure héroïque qui aurait pu bouleverser l'ordre bourgeois. Mais cette figure est tragique, puisqu'elle incarnera l'année d'après, en 69, l'abdication. Le massif shakespearien, mort de César, départ du roi Lear, s'impose alors à Girard contre le théâtre de boulevard. Beaucoup plus révolutionnaire que les surréalistes, tout aussi structuraliste que ceux qui prétendaient tourner la page de la conscience, Sartre est encore subversif à la veille des événements de mai. Mais il cessera de l'être en les cautionnant. La rupture de Girard avec le marxisme est alors consommée. René Girard a donc bien compris que toute la démarche de Sartre, prise dans ce progrès de l'identité sur les différences, allait vers le groupe en fusion de la critique de la raison dialectique. Cette révolution qui prélude à une rupture fondatrice, c'est-à-dire à l'émergence du serment qui refonde une communauté contre la figure du traître. Nous aurons évidemment à en reparler. Mais il abandonne Sartre au moment où la violence de sa pensée, poussant le conflit jusqu'au bout, pour reprendre les termes de Marx, va trahir sa propre rupture et la faire avorter. Même chez le dernier Sartre, dit Girard à Cerisy, l'espoir d'une violence enfin décisive, cet espoir toujours trompé et différé, ne veut pas mourir. Sartre cède donc, selon Girard, à la fascination de la violence. La révolte d'Oreste est devenue celle collective de la crise sacrificielle, de l'ébullition violente d'une société qui ne pourra se traduire que par une expulsion sanglante. Mais le terrorisme, heureusement, ne prit pas en France. Les événements de mai ne provoquèrent que le départ du général de Gaulle et la réaction qui lui succéda. Les institutions avaient tenu et transformé le rêve révolutionnaire en simple mauvaise foi. Tout se passe comme si Sartre avait attendu cette inévitable régression pour publier L'idiot de la famille en 71 et 72 et s'en prendre alors au dégagement flaubertien. Mais cette critique, remarque déjà Girard à la fin de sa communication de 66, n'est que le double d'un engagement manqué, celui de Sartre lui-même, chez qui Flaubert va devenir une obsession. Il nous reste à nous demander pourquoi Girard s'identifie alors à ce point au Sartre qui fait rupture en 1959. Pourquoi une telle attention portée au séquestré d'Altona? Après tout, cette pièce n'est pas meilleure que Les Mouches, loin de là, et ne sera d'ailleurs pas rejouée après sa création, tombant illico dans l'oubli. Or, Girard a monté pour la comprendre un système qui doit faire d'elle un chef-d'œuvre. La raison de cette insistance est simple. S'il s'attarde sur cette pièce à titre d'exercice critique, c'est parce qu'elle ressemble, en révélant le progrès de l'identité sur les différences illusoires, au mouvement vers l'indifférenciation qu'il découvre au même moment en relisant l'Oedipe-roi de Sophocle. La pièce de Sartre est paradigmatique de ce nivellement des différences. Elle prélude au surgissement de la crise et à une rupture qui peut tout aussi bien finir en fiasco sacrificiel. Il suffit pour cela que la violence soit prise pour une fin. Les séquestrés d'Altona permettent donc à Girard d'appliquer à la situation contemporaine une vérité tragique qui ne valait pas que pour le Ve siècle athénien. On peut s'étonner qu'il ne tire pas davantage parti de l'histoire du rabbin que Franz protégea dans sa chambre et que son père dénonça, obligeant son fils à assister à l'égorgement d'une victime innocente. Et aussi que Girard n'évoque pas de façon plus précise la dimension engagée de la pièce contre les tortures pratiquées en Algérie. C'est bien la preuve que les conditions de la révélation du pharmakos ne sont pas encore remplies
dans cette période où Girard s'en tient à la révélation des doubles. À ce stade, la remarque de Lénie, couchant avec son frère et prétendant que l'inceste est, je cite, « ma façon de resserrer les liens de famille », ne pouvait que frapper le futur auteur de La violence et le sacré. Elle témoigne d'un rapport structurel de cette pièce avec le mythe, d'où ce paragraphe essentiel de la communication de 66. Le système, visible derrière la structure dramatique des mouches, utilise l'auteur plus encore que celui-ci ne l'utilise. Il emprisonne cet auteur dans la mesure même où il reste méconnu. Il n'est pas conscient, et même s'il ne se confond pas avec l'inconscient freudien, ce système ne lui est pas étranger. Un autre langage que le marxisme et la psychanalyse s'imposent alors à nous, le plus profond de tous et le plus rigoureux, même s'il n'est pas reconnu comme tel, le langage du mythe. L'emprunt ironique à la mythologie dans les mouches ne doit pas nous faire perdre de vue que seuls les séquestrés d'Altona confinent à la vérité du mythe. Le Sartre des mouches est compris par le mythe, celui des séquestrés d'Altona comprend les mouches. Il s'approche d'une vérité fondamentale, la vérité tragique de l'identité de tous les hommes qui, si elle n'est pas comprise comme fraternité, les détruira. L'ironie qui caractérisait le traitement de la mythologie dans la première pièce est ainsi enveloppée avec la seconde dans l'ironie supérieure du mythe qui révèle le motif du double et ne se contente plus de le refléter. La révélation qui monte dans l'œuvre de Sartre fait de sa dernière pièce une existence, voire même un sujet plein, pour reprendre l'expression de Lacan. D'où la question centrale posée par Girard dans son texte de Cerisy. Dans la rencontre entre l'œuvre et son exégète, qui jouera le rôle du psychanalyste? À un certain moment de l'œuvre considérée, si cette œuvre est capable d'opérer la rupture ou la négation dialectique qui l'authentifie comme œuvre de génie, c'est le critique de cette œuvre qui est analysé par elle et non plus l'inverse. C'est pourquoi Sartre pourra, avec les mots, en 64, commencer et nous faire commencer nous-mêmes une authentique autocritique en tirant parti de la vérité des séquestrés. D'où la réponse fondamentale que fait Girard à une question qu'on lui pose sur le sujet plein, impossible selon Lacan, possible selon Girard, relisant Sartre. Vous touchez du doigt le malentendu malheureux avec la psychanalyse. Ce qu'il y a d'excellent chez Lacan, c'est qu'il dit que le sujet plein ne peut pas exister. Peut-être ne peut-il exister que dans la perfection de l'œuvre. Je soutiendrai malgré tout que la perfection de l'œuvre implique une maîtrise de l'individu, tout au moins sur certains aspects de sa vie. Mais même s'il n'y a pas là de sujet plein, je dis que l'œuvre est sujet plein dans la mesure où elle est seulement la récapitulation d'un trajet qui mène à cette plénitude. Ce serait dire que saint Augustin n'est parfait chrétien que dans les confessions, et pourquoi pas? À mon avis, c'est parfaitement admissible. Alors la notion de sujet plein ne prendrait son sens réel que dans certaines œuvres, qui d'ailleurs, à mon avis, seraient très peu nombreuses. L'œuvre de génie est existence. C'est elle qui me regarde et m'interprète. Mais Girard ne parle plus ici de Sartre. Il évoque saint Augustin et va très loin en affirmant que ce dernier n'est parfait chrétien que dans les confessions. Autocritique plus radicale que celle de Sartre. Ce que ce dernier n'a pas vraiment compris dans son saint Genet, comédien et martyr, où il aperçoit si bien pourtant les phénomènes de substitution sacrificielle et de construction des figures du mal, ce sont les exigences de la sainteté qui font de Girard le contemporain plus décisif de Lévinas. Sartre compare en effet la libération absolue de Jean Genet à la conversion religieuse du comédien homonyme dans la pièce de Rotrou. Mais il ne s'agit là que d'une comparaison brillante. Sartre manque en effet la sortie radicale de la violence opérée par le saint et partant la possibilité d'une vraie rupture inaugurale, d'une fondation non violente, voire d'un héroïsme de la morale ouverte, pour parler comme Bergson. De la sainteté, Sartre ne veut et ne peut décrire que des anti-modèles. Significative est de ce point de vue la souveraine tirade de Goethe dans Le diable et le bon Dieu, qui a le projet cynique de devenir un saint. Le Seigneur m'a choisi pour effacer notre péché originel. Dieu m'a donné mandat d'éblouir, et j'éblouirai. Je saignerai de la lumière. Je suis un charbon ardent. Le souffle de Dieu m'attise. Je brûle vif. Superbe, on dirait du Bataille. C'est bien pourquoi Jean Genet, c'est la thèse de Sartre, ne parvient pas à se différencier de tous. Il est l'envers de la morale bourgeoise, l'ilote ivre de notre société, son double, écrit René Girard. Avant de conclure,
Pour que la révélation soit complète, il faut révéler le terme dissimulé, l'image que l'écrivain se fait de lui-même, et ce sera les mots. Mais la révélation n'est pas complète. Girard l'avoue en recourant à saint Augustin et aux très rares élus capables de sortir des pièges de la mauvaise foi. Je conclus. La révélation qui a lieu dans les séquestrés d'Altona n'est donc pas celle du bouc émissaire, quand bien même de nombreux thèmes sacrificiels apparaîtraient déjà dans les pièces de Sartre. Ce n'est pas à travers ce prisme, on l'a vu, que Girard lit l'auteur des Mouches. Il faudra attendre ces discussions avec Jacques Derrida et Jean-Pierre Vernant le mois suivant à Baltimore, puis les textes de ces deux derniers, en 68 et 72, sur le rôle structurant du pharmakos. Ce dernier ne sera à son tour vraiment révélé, selon Girard, qu'avec la tradition prophétique des évangiles. On comprend ainsi la révolution qu'à travers Sartre, Girard cherche à penser 20 ans plus tôt. Tout s'éclaire en effet, si l'on se souvient que l'année des séquestrés d'Altona est aussi pour Girard celle de son retour au christianisme, événement imprévu, mais non moins radical et révolutionnaire, qui lui fait ajouter un chapitre conclusif à son premier essai. Sartre avait eu raison de dire que le propos négatif de la prétendue rupture surréaliste en 1947 était de détruire dans les esprits des bourgeois qui forment son public les derniers mythes chrétiens qui s'y trouvent encore. Ce projet négatif condamnait en effet l'entreprise. Beaucoup plus intéressante et plus affirmative aux yeux de Girard en marche vers la révélation judéo-chrétienne fut la rupture dont témoigne la répétition des pièces de Sartre, répétition au sein de laquelle émerge la vérité du mythe. Mais Sartre, dont l'aveuglement persiste dans la lucidité, n'acceptera qu'en partie cette vérité, acharné qu'il sera alors dans les 2 volumes de l'idiot de la famille, à se différencier d'un double qui va le hanter jusqu'à sa mort. Dans son obsession de l'autre, le dernier Flaubert annonçait le premier Sartre, écrit Girard. Mais en pariant sur la violence, le Sartre de la fin des années 60 aura, pour reprendre ses propres termes dans Qu'est-ce que la littérature, perdu son actualité. Je vous remercie. Merci beaucoup Benoît. Parcours presque parfait, 34 minutes. Alors espérons que le prochain conférencier fera mieux. Une petite remarque juste avant de donner la parole à Stéphane Vinelot. Ce que j'aurais dû dire tout à l'heure, c'est que Benoît Chantre et Stéphane Vinelot sont les 2 organisateurs de ce colloque et c'est eux qui ont tout fait pour mettre la chose en place, quoi. Et je les remercie beaucoup. Alors Stéphane, à toi. Merci beaucoup Paul. Tout au long de sa longue carrière, René Girard ne s'est en réalité que peu intéressé à la philosophie proprement dite de Jean-Paul Sartre, ou tout au moins ses publications ne reflètent pas un grand intérêt pour celle-ci. Bien entendu, dans sa période de critique littéraire, et comme vient de le montrer Benoît Chantre, Girard a longuement rencontré l'œuvre romanesque et théâtrale de Sartre et l'a parfois commentée de façon tout à fait précise et pertinente. Il serait donc faux de dire que Girard a totalement ignoré Sartre, comme l'on pourrait dire par exemple que Lévi-Strauss ignora Girard. Mais il ne serait pas inexact de dire que Sartre n'est pas au cœur des préoccupations de Girard, comme peuvent l'être les nombreux auteurs de romans abondamment cités dans Mensonges romantiques et Vérité romanesque. Nous pourrions ainsi dire que si Girard a certes publié sur Sartre, celui-ci n'est pas un des auteurs sur lesquels il s'appuie prioritairement afin de construire sa trinité théorique, désir mimétique, logique du bouc émissaire et révélation christique. Pourtant, la théorie de Girard nous permet d'éclairer plusieurs points de la philosophie de Sartre. Et il est tout à fait remarquable de voir combien les 2 auteurs sont parfois extrêmement proches, tant dans les différentes problématiques qu'ils étudient que dans les solutions qu'ils avancent. Bien sûr, ce rapprochement entre Girard et Sartre pourrait avoir quelque chose de surprenant, tellement Girard fut dur dans certains de ses jugements à l'encontre de Sartre. Ainsi, par exemple, cette sentence excessive, je cite Girard. « Sartre, au fond, était un petit bourgeois bien tranquille, amateur de tourisme, trop équilibré pour accéder vraiment au génie. » Mais cette sévérité se tempère sitôt que l'on voit que les sentiments de Girard pour Sartre sont toujours mêlés. Chaque fois que Girard attaque Sartre de façon frontale, c'est souvent après avoir commencé par lui rendre un hommage appuyé,
Je cite encore les analyses du rôle de l'autre dans ce que Sartre appelle le projet, le garçon de café dans L'être et le néant, les analyses de la mauvaise foi, de la coquetterie sont merveilleuses à mes yeux. Hommage par lequel Girard lui-même ne manque jamais de rappeler une très grande proximité entre les deux auteurs et de constater que, pour ce qu'il en est des thèses de Sartre, je cite, c'est très proche du désir mimétique. Ainsi, la relation de Girard à Sartre est ambivalente, faite d'admiration et de sévérité, comme l'est toute relation mimétique. Je me propose de le montrer ici sur ce qui constitue, à mes yeux, le cœur même du geste girardien, la mise en place d'un désir mimétique qui prend toujours déjà la forme d'une véritable raison mimétique. La théorie du désir mimétique brille en effet par sa grande simplicité. Elle peut se résumer en une seule phrase. Et d'ailleurs, Girard lui-même la résume en une seule phrase. Je cite, « À l'origine du désir, il y a toujours, disons-nous, le spectacle d'un autre désir, réel ou illusoire. Tout désir est donc désir selon l'autre. Il n'est pas une ligne qui va du sujet à l'objet, mais un triangle dans lequel un médiateur et un sujet se désignent mutuellement l'objet à désirer en le désirant eux-mêmes. » Mais cette théorie extrêmement simple prête à un immense malentendu. Car pour tout individu s'intéressant à l'histoire des idées, le fait que les êtres humains s'imitent les uns les autres est pour le moins connu et ne présente pas la moindre nouveauté. Si donc Girard s'était contenté de nous dire que parfois les êtres humains s'imitent, nous ne serions probablement pas là. Pour ne citer que quelques noms, rappelons que Platon, Aristote, Spinoza, Hobbes, Rousseau et bien d'autres encore, chacun à leur façon, ont donné une grande importance au processus mimétique. La théorie girardienne du désir mimétique serait alors la pure et simple répétition d'une thèse plusieurs fois millénaire. Certes, face à ces différents noms de la philosophie, Girard a déjà expliqué en quoi sa pensée de l'imitation se différencie. Et il insistait sur le fait que la philosophie pense toujours l'imitation sur le mode de la copie et de la représentation, alors que les romanciers ont, eux seuls, pensé l'imitation selon le modèle de l'acquisition, du désir suivi du geste de préhension. Toutefois, la différence de la mimésis telle que la pense Girard ne repose pas, à mes yeux, sur cette distinction-là, mais se déplie pleinement dans le fait de construire, au sein d'une théorie du désir, une véritable théorie de la raison mimétique, théorie que, vous vous en doutez, nous retrouvons aussi chez Sartre. Pour penser cela, il faut relire la première page de Mensonges romantiques et Vérité romanesque, page dans laquelle nous trouvons le premier exemple de désir mimétique donné par Girard. Nous pouvons ainsi lui accorder une place paradigmatique et archétypale dans l'œuvre. La première fois que Girard évoque un désir mimétique, c'est paradoxalement d'un désir de différence dont il s'agit. Souvenons-nous que c'est alors Don Quichotte qui explique à Sancho son admiration pour Amadis de Gaulle. Je cite, « Ainsi donc, j'estime, Sancho, mon ami, que le chevalier errant qui l'imitera le mieux sera le plus proche d'atteindre à la perfection de la chevalerie. » Et Girard de commenter, « Don Quichotte a renoncé en faveur d'Amadis à la prérogative fondamentale de l'individu. Il ne choisit plus les objets de son désir, c'est Amadis qui les choisit pour lui. Le disciple se précipite vers les objets que lui désigne ou semble lui désigner le modèle de toute chevalerie. » Nous voyons bien ainsi ce qu'est le premier désir mimétique signalé ici par Girard. C'est un désir de chevalerie. Mais qu'est-ce qu'un désir de chevalerie, si ce n'est un désir de différence, un désir de distinction? En effet, la chevalerie, en tant qu'elle est un rang, est bien ce qui distingue une classe, au même titre que nous disons d'ailleurs aujourd'hui de toute médaille qu'elle est bien une distinction. La force girardienne est donc de noter que paradoxalement, le désir mimétique n'est pas un désir de même, mais un désir de différence qui nous pousse mécaniquement à nous imiter les uns les autres. L'imitation girardienne se fait donc de façon contre-productive et non pas intentionnelle. Le désir mimétique girardien est donc à interpréter selon deux niveaux différents
selon deux niveaux non seulement différents, mais en plus contraires. Il y a un désir intentionnel et individuel de se différencier, et donc de désirer les objets différenciants, mais selon une logique que nous allons expliquer, un individu souhaitant se différencier doit paradoxalement désirer les objets que tout le monde désire. Exemplifions ceci. Imaginons quelqu'un souhaitant trouver un poste universitaire en France. Tout le monde accordera facilement que pour être recruté, il faut être choisi, et donc différencié des autres candidats. Pour être recruté, il faut donc bien chercher à être différent, à se détacher des autres candidats. Et cette différence est telle que vous savez qu'elle fait parfois sourire nos collègues étrangers lorsqu'ils apprennent qu'en France, on n'est pas tant nommé professeur ou maître de conférence qu'élu à ces fonctions. Voyez donc à quel point le désir des postes académiques implique la différence et la distinction. Pour être professeur, il faut être différencié par une véritable élection qui fait de vous l'élu, l'unique, the chosen one. Mais que faut-il donc faire pour être élu, c'est-à-dire différencié? Tout le monde le sait bien. Il faut publier sa thèse chez un excellent éditeur, publier des articles, participer à des conférences, etc., etc. Mais nous voyons alors immédiatement le paradoxe de la raison mimétique se mettre en place. Pour être élu, et donc différencié, il faut faire ce que tous les candidats font. Parce que publier sa thèse, des articles et participer à des conférences est bien ce que tous les candidats veulent faire. C'est le désir commun de tous. Le désir de différence, réalisé dans le fait d'être professeur, maximise donc ses chances de réalisation, non pas dans le fait de faire des choses que personne ne fait, mais au contraire dans le fait de se soumettre à la norme du groupe. Être différent n'est donc pas avoir des désirs radicalement distincts de ceux des autres, mais au contraire réaliser le désir des tous. Pour prendre un autre exemple encore plus trivial. Ce qui vous distingue sur une autoroute est-il de rouler en Aston Martin ou en Renault? C'est évidemment de rouler dans la première marque de voiture infernale. Et cela vous différencie non pas parce que personne ne souhaiterait rouler en Aston Martin, mais bien parce que tout le monde aimerait pouvoir le faire. C'est donc paradoxalement pour être différent que nous faisons comme tout le monde et que nous sommes contraints de faire comme tout le monde. Ainsi, voyons-nous bien comment le désir mimétique n'est pas du tout un désir de même, mais bien un désir de différence qui, pris dans la mécanique sociale, nous pousse rationnellement à faire comme tout le monde. Nous trouvons d'ailleurs peut-être dans ce phénomène une réponse possible à une constatation que fait souvent Alain Badiou à propos du monde qui vient. Badiou a raison de rappeler que, de fait, le capitalisme homogénéise bien plus le monde que n'ont pu le faire les socialismes dits réels. C'est bien le capitalisme qui homogénéise tous les désirs, en Europe, en Chine, comme au Brésil. Et pourtant, c'est aussi le capitalisme qui nous promettait une exaltation de la différence, de la compétition et de l'ambition. De cette immense promesse de différence, de cette course à la différence, suit de façon surprenante partout le même, l'homogénéisation radicale. Il y a donc une raison mimétique qui hante toute la théorie girardienne et qui rapproche les individus de façon paradoxale et pourtant rationnelle. Le désir mimétique rapproche les hommes, tout comme dans un tableau, le point de fuite organise autour de lui chacun des éléments. C'est la fuite qui fait tenir ensemble les individus. Sans doute, nous souhaitons tous nous différencier, mais comme c'est le groupe qui dicte le critère différenciant, qui souhaite se différencier se doit de se soumettre à lui, et donc de faire comme tout le monde. C'est le désir de différence qui nous rapproche, et pas celui de même, dans une boucle rationnellement construite entre identité et différence. Or, dans la critique de la raison dialectique de Sartre, tout commence aussi avec une boucle. Et celle-ci, que Sartre appelle la circularité dialectique, prend exactement la forme que nous avons décrite dans la théorie du désir mimétique.
Elle met en interrelation les choses et les hommes dans une co-détermination. Je cite, « La découverte capitale de l'expérience dialectique, je le rappelle tout de suite, c'est que l'homme est médié par les choses dans la mesure même où les choses sont médiées par l'homme. » Immédiatement donc, la raison dialectique se présente comme étant très proche de la logique du désir mimétique. Pour analyser ce processus, et plus précisément le processus de formation du lien social chez Sartre, nous devons nous focaliser sur la forme qu'il prend dans ce regroupement spécifique qu'est la série, par opposition au groupe et à l'organisation. Pas seulement parce que la série est la première totalisation collective à laquelle se livrent les hommes, mais aussi parce qu'elle est une totalisation spontanée, qui ne connaît pas encore l'institutionnalisation, et nous livre donc le lien social dans son versant le plus spontané et le plus pur. Comme ne cesse de l'écrire Sartre, la série est le principe même de la socialité. Je cite, « Nous avons déclaré que le rassemblement inerte, avec sa structure sérielle, est le type fondamental de la socialité. » On notera d'ailleurs que, tout comme le désir mimétique se prolonge chez Girard dans toutes les formes sociales décrites postérieurement, il en va de même chez Sartre, pour qui la série est le véritable stigmate qui hante à sa façon toutes les autres formes de collectif. Je cite Sartre. « En fait, le groupe en fusion, c'est encore la série, qui se nie en réintériorisant les négations extérieures. Si l'on veut rapprocher Sartre et Girard, il faut donc le faire en montrant que le principe même de la série est celui de la raison mimétique que nous avons déjà vu jouer chez Girard. Rappelons en quelques lignes l'exemple sartrien de la série, même si celui-ci est extrêmement connu. Imaginons la file d'attente d'un autobus place Saint-Germain. Plusieurs individus sont là, chacun vacant à ses occupations. Certains lisent leurs journaux, d'autres regardent leurs montres, certains s'impatientent. Chacun de ces individus habite un monde qui lui est propre. Chacun se meut dans un monde dans lequel il est seul. Nous pouvons tout à fait imaginer, et nous devons même le faire, que ces individus s'ignorent. Ils ne se parlent pas. Leurs regards se croisent à peine. Ils n'éprouvent en aucun cas la sensation d'appartenir à un collectif. Et aucun d'eux n'a formé le désir de faire corps. Pourtant, ils sont bien là ensemble. Le lien qui les unit repose donc sur deux principes très précis. D'un côté, il y a un mouvement de reconnaissance individuelle d'un objet qui se donne sur le mode du manque, le bus qu'ils attendent. De l'autre, une méconnaissance des individus entre eux, une méconnaissance interindividuelle. Nous ne sommes pas là pour faire groupe. Nous voyons donc comment Sartre pose le problème de ce lien social passif. Alors qu'aucun des individus n'a formé le projet de rentrer dans un collectif, ils sont malgré eux tous là, pressés les uns contre les autres à attendre le bus. Ainsi, pouvons-nous voir une certaine proximité avec le désir mimétique. Les individus ne sont pas rassemblés par une relation interindividuelle directe, mais au contraire, par une même relation individuelle à un objet qui, s'il cristallise le lien collectif, lui demeure tout de même extérieur. Je cite Sartre. Ces individus forment un groupement en ce qu'ils ont un intérêt commun, c'est-à-dire en tant que séparés comme individus organiques, une structure de leur être practico-inerte leur est commune et les unit de l'extérieur. Bien entendu, par cet intérêt commun, il ne faut pas entendre un intérêt commun au groupe, mais au contraire le fait que c'est parce qu'ils partagent individuellement un intérêt que le rassemblement se forme sous l'abri. Comme cela apparaît de façon tout à fait explicite dans la critique, le bus, ou plutôt le bus en tant qu'il manque, c'est-à-dire le néant de bus, est le collectif. Je cite Sartre. Donc, l'unité du rassemblement d'usagers se trouve dans la voiture qui l'attend, et cette voiture elle-même, comme simple possibilité de transport, non pas de tous, car nous n'avons rien à faire ensemble, mais de chacun. Ce qui unit les individus sous l'abri de bus est donc doublement proche de ce qui les unit dans le désir mimétique.
en tant que non seulement ils sont unis sans aucune volonté de faire groupe, mais en plus, en ce que ce qui les unit extérieurement se donne sur le mode de l'objet absent, et donc du désiré. La série partage donc quelque chose d'essentiel avec le désir mimétique. Les deux posent un rapprochement non intentionnel et un rapprochement qui se fait dans le non-projet de créer un rassemblement. À tel point que Sartre parle même d'indifférence entre les individus entre eux. Indifférence qui est toute cristallisée dans le fait que chacun ne pense plus qu'à lui seul et à ses propres intérêts, sans se soucier jamais des autres membres de ce collectif, ni de l'intérêt de tous. C'est par l'intérêt individuel, ou plutôt par la stricte individualisation des intérêts, que se marque la séparation sérielle. Je cite Sartre. Et cette attitude de demi-ignorance a pour condition pratique l'appartenance réelle à d'autres groupes, et son être dans l'inerte, c'est-à-dire son intérêt. Finalement, c'est peut-être Badiou qui résume le mieux la série, et la définition qu'il en propose ne peut manquer de nous faire penser au fonctionnement de la rationalité mimétique que nous avons mise au jour. Je cite Badiou. « La loi de la série, c'est finalement l'unité par la séparation. » Mais voyons comment c'est encore la fuite rationnelle hors du groupe qui nous pousse vers lui. Il y a dans la construction des collectifs selon Sartre un jeu dialectique entre l'homme et la matière, ou le practico-inerte et la réalité humaine. Reprenons l'exemple de l'attente de bus et voyons comment la rationalité qui sépare renforce paradoxalement le lien social. Elle se fait donc rationalité mimétique. Car il faut penser, dans la série, que la séparation qui est de fait donnée entre les individus est bien plus que seulement donnée. Elle est en plus souhaitée par ceux-ci. Elle est voulue. Non seulement aucun d'entre eux n'a voulu former le rassemblement qui se forme sous l'abri de bus, mais en plus, chacun s'en serait bien passé. Nous avons tous été dans ces différentes situations sur les quais du métro parisien. Et nous savons bien que non seulement nous n'allons pas dans les transports publics pour former des collectifs, mais que nous espérons toujours que surtout il n'y aura personne et que nous n'aurons pas à rencontrer d'autres voyageurs. Nous espérons toujours qu'il n'y aura pas de collectif qui se formera sous l'abri du bus ou sur le quai. Aussi, les collectifs qui se créent sur les quais du métro ou sous l'abri de bus, comme dans la théorie du désir mimétique, sont de véritables collectifs de fuite. Personne ne souhaite qu'ils se forment, et pourtant, ils sont là. Je cite Sartre. « Dans le lien d'altérité, le tout est totalisation de fuite. L'être comme réalité matérielle est la série totalisée de n'être pas. » Mais tout comme dans le désir mimétique, cette fuite est en réalité au fondement même du lien. Le vecteur de sortie hors du groupe est en réalité sa pierre de faite. Cela s'explique par le fait que, pour réaliser notre intérêt individuel, qui ne dépend a priori pas du collectif et qui au contraire se pose contre celui-ci, puisque nous espérons toujours qu'il y aura peu d'individus dans les transports, nous n'avons d'autre choix rationnel, d'autre stratégie que de faire comme tout le monde. Nous sommes sous l'abri de bus afin d'avoir une place assise, et de préférence une place dans le premier bus qui passera, afin d'avoir à attendre le moins possible. Or, plus nous sommes nombreux sous l'abri, et plus la probabilité que nous ayons une place dans le premier bus est faible. Nous avons donc tout à fait intérêt à nous presser contre les autres afin d'être dans le premier groupe qui entrera dans le bus. Mais si chacun des individus fait ce petit calcul rationnel minimal, le collectif, tout en ne répondant qu'à des intérêts individuels qui s'ignorent les uns les autres, se compacte de plus en plus et agit de plus en plus comme un seul individu. Plus les individus se pressent, plus il sera difficile d'avoir une place. Et cela renforcera encore plus la rationalité qu'il y a à se presser au sein du rassemblement. Voulant fuir le groupe, nous sommes contraints de le renforcer.
La série est de ce fait l'exemple le plus parfait de la contre-productivité rationnelle de la différence, dans laquelle c'est toujours en voulant se distinguer du groupe et le fuir que nous sommes rationnellement contraints de faire comme tout le monde. Si désir mimétique et sérialité fonctionnent de la même façon, c'est parce qu'ils ont tous deux la même conception de la rareté. Dans le cas girardien, nous savons que cette rareté se joue dans la boucle de la médiation double et de la contagion du désir, qui fait qu'est rare, et donc désirable, l'objet sur lequel de nombreux désirs se portent. Plus un objet est rare, plus il est valorisant de le détenir, et donc plus nous le désirons. Mais inversement, plus un grand nombre d'individus désirent un objet, et plus celui-ci est valorisant et donc rare. Nous avons là une boucle de feedback positive propre à la médiation double girardienne. La rareté de l'objet est à la fois cause, mais aussi conséquence du désir. Chez Sartre, c'est aussi autour de la rareté que se fait rationnellement le rapprochement entre individus. L'objet matériel est l'identité sérielle du collectif parce qu'il est rare. Je cite Sartre. C'est précisément à ce niveau que l'objet matériel va déterminer l'ordre sériel comme raison sociale de la séparation des individus. L'exigence pratico-inerte vient ici de la rareté. Il n'y a pas assez de place pour tous. Plus un grand nombre d'individus est présent sous l'abri du bus, et plus les places dans le bus seront rares. Et c'est bien pour cela qu'il faut se presser encore plus les uns contre les autres. Mais à l'inverse, nous savons que plus le nombre de places dans le bus est faible, et plus nous avons intérêt à nous presser contre les individus qui attendent afin d'en avoir une. À l'identique, donc, la rareté est la cause et la conséquence du rapprochement. Et c'est dans ce tourniquet que le collectif se construit à la fois dans un désir lié à un objet, mais aussi dans une rationalité mimétique. On pourrait certes me faire l'objection que la rareté chez Sartre a un statut beaucoup plus complexe que chez Girard, puisqu'il semble de fait qu'il y ait chez Sartre une rareté originelle, ou, pour le dire avec les mots mêmes de Sartre, une contingence de la rareté. Le monde se donne comme rare avant même l'intervention de plusieurs individus, ce qui tendrait à nous éloigner des thèses girardiennes en rompant la spirale de la double détermination, objet désirable, sujet désirant. C'est bien ce que nous trouvons dans la critique lorsque Sartre parle parfois de la rareté en termes de milieu ou de cadre, dans lesquels s'inscrivent les rapports humains, mais qui ne semblent pas quant à eux déterminés par des relations humaines. Je cite Sartre. « Mais outre que la rareté comme rapport contingent mais fondamental de l'homme à la nature, reste, je souligne, le cadre de toute l'expérience, cette rareté particulière est un aspect de l'inertie matérielle. Quelles que soient les demandes, l'objet demeure passivement ce qu'il est. » Sur ce point de la contingence de la rareté chez Sartre, tous les meilleurs commentateurs sont absolument unanimes. Je ne peux pas les citer tous. En un sens, bien sûr, ces commentateurs n'ont pas totalement tort, mais en un sens seulement. Car il faut s'entendre sur le concept de contingence de la rareté. Sauf à renoncer à toutes les thèses de l'être et le néant, il faut convenir que le monde en tant que tel, avant qu'il ne soit éclairé par un projet qui le néantise, ne peut apparaître ni rare ni abondant. La rareté dans sa contingence n'est donc pas absolue en ce sens qu'elle relèverait de l'apparaître anté-projet. Si le monde est rare, il ne peut apparaître rare qu'à une réalité humaine qui le néantise d'un projet. Ainsi, la contingence ne contredit pas l'idée selon laquelle la rareté est déterminée par les relations humaines qui néantisent le milieu qu'elles expérimentent. Je cite une dernière fois Sartre. Abstraitement, la rareté peut être tenue pour une relation de l'individu à l'environnement. Pratiquement et historiquement, c'est-à-dire en tant que nous sommes situés, l'environnement est un champ pratique déjà constitué
qui renvoient chacun à des structures collectives. De cette simple définition de la rareté, nous voyons bien que celle-ci se pose comme une conséquence des relations humaines, puisqu'elle se pose bien comme conséquence négative de la multiplicité des hommes. Il faut donc dire que la rareté n'est pas un milieu absolu, mais une situation, c'est-à-dire un milieu déjà éclairé par des projets qui font apparaître ou exister le manque. Ainsi, les liens entre l'œuvre de Girard et celle de Sartre sont en réalité nombreux. Nous avons essayé de montrer que la même logique contre-productive habite les textes sur le point le plus important, le point fondamental de la socialité paradoxale. La spirale d'un côté et le tourniquet de l'autre, entre sujet et objet, nous mènent sur les mêmes chemins philosophiques. Il faut donc bien accepter qu'au moment où Girard publie en 1961 Mensonge romantique et Vérité romanesque, l'intuition de la théorie du désir mimétique a déjà été appliquée au collectif humain par Sartre dans la critique de la raison dialectique. Au fond, Girard avait donc raison, pleinement raison, en ce que seuls les romanciers ont perçu la véritable force de la théorie du désir mimétique et ses conséquences presque illimitées dans le champ du social. Mais ce qui l'a peut-être induit en erreur et l'a poussé à porter des jugements aussi sévères contre la philosophie, et d'avoir peut-être oublié que le XXe siècle français a connu, en la personne de Sartre, ce moment extrêmement rare de l'histoire de la philosophie, moment peut-être unique, lors duquel un grand philosophe fut aussi un grand romancier. Je vous remercie.